Alors bonjour à vous quatre. Tout d'abord, je vais vous demander, on va faire un tour de présentation pour que vous puissiez vous présenter et la structure que vous représentez. Et si en quelques mots, vous avez un peu des retours sur la vidéo qu'on vient de voir. Voilà, donc je laisse la parole à Suzy pour débuter. Peut-être qu'on peut passer le micro. Merci. Vous entendez bien là? Suzy Longbottom, je suis déléguée métier paix et danse pour l'association Aurore. Donc l'association Aurore qui œuvre dans le domaine de l'insertion, l'hébergement et le soin avec plus que 30 000 personnes suivies et plus que 300 services effectivement aujourd'hui et sur plusieurs territoires. Moi, j'ai pour mission de développer la paix et danse au sein de l'association Aurore. Nous avons une longue expérience dans le domaine de l'addiction et l'idée aujourd'hui, c'est de développer et à partir de ces compétences-là, développer des actions dans d'autres et insérer des travailleurs pairs dans d'autres services d'Aurore, notamment dans l'hébergement, dans le domaine de la santé mentale et éventuellement aussi dans la veille sociale. Donc, j'ai une longue expérience moi-même avec le recovery, comme c'était abordé tout à l'heure par Lucas. C'est bien Lucas? Oui. Merci Lucas pour tout ce que vous avez dit. Je trouvais ça assez passionnant et effectivement, cette longue expérience est ancrée dans des expériences anglo-saxonnes et dans des groupes d'entraide. Nous avons plusieurs structures qui travaillent avec ces principes et avec le rétablissement depuis une trentaine d'années. Et qu'est-ce que je peux dire sur le film? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je peux que être impressionné aujourd'hui par l'évolution, effectivement des discours, par la prise de conscience de ce qui est nécessaire aujourd'hui, où sont les freins et qu'est-ce qui est nécessaire à faire pour faire évoluer ce métier que moi je sens presque même une militante dans le domaine depuis tout ce temps. Donc je suis ravie d'entendre et de voir qu'il y a autant de dispositifs et de structures qui portent le travail pair. Je suis toujours aussi touchée. Merci Suzy. Bonjour à tous et à toutes. Donc, alors, moi je suis Alain Bonamy. Je suis responsable de formation à l'IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne. Et je forme plus spécifiquement des cadres et futurs cadres de l'action sociale et médico-sociale. Et je travaille sur la paix et danse depuis à peu près 10 ans maintenant, à travers différentes études, surtout de terrain. C'est d'abord beaucoup par le contact auprès des pairs aidants, des personnes directement concernées, que ce soit des médiateurs en santé pair, des travailleurs pairs, ou des pairs experts, ce qui est encore autre chose, que peu à peu, je me suis dit qu'il fallait y aller, c'est-à-dire mieux comprendre qui sont ces personnes, premièrement, et deuxièmement, comprendre comment ces personnes peuvent prendre leur place, peut-être même toute leur place, je ne sais pas, dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Sur sur le film, le documentaire qui a été présenté, il y a beaucoup de choses intéressantes. J'y reviendrai, moi, au cours de la table ronde, de toute façon. Il y a une personne qui a dit, je crois que c'est une jeune femme, qui a dit tout au début, me semble-t-il, ou un monsieur, je ne sais plus, qu'on en était encore loin. C'est-à-dire qu'on était encore loin, peut-être, de la façon dont les pairs pouvaient se constituer comme une force vive, comme un groupe agissant sur le plan politique et sur le plan idéologique, de façon à prendre pleinement leur place. C'est ce que je vais me proposer avec vous et avec la table ronde aussi un petit peu d'approfondir à travers un mot, puisqu'il y a un mot important qui est
présent dans cette journée, qui est celui de professionnalisation. Et je pense que c'est important, enfin pour moi en tous les cas, qu'on s'y arrête un peu pour comprendre aujourd'hui c'est quoi la professionnalisation des pairs dans le secteur sanitaire, social et médico-social, quels en sont les effets attendus et est-ce qu'on peut véritablement parler aujourd'hui, c'est une question pour moi, de professionnalisation des pairs. Où est-ce qu'on en est de cette question-là? Voilà. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis Sarah Médour, donc j'interviens aujourd'hui en tant que médiatrice de santé père. Donc mon parcours, en tout cas en termes de formation, je suis formée à la sociologie, je me suis ensuite spécialisée dans les politiques publiques et je suis aussi titulaire de la licence donc sciences sanitaires et sociales, parcours médiateur de santé père, piloté par le centre collaborateur de l'OMS et aussi de l'Université Paris 13. Je suis MSP donc dans le dispositif Un chez soi d'abord Paris depuis bientôt 2 ans. Du coup, pourquoi j'ai choisi de devenir médiatrice de santé père et le chez soi, c'est parce que durant mon parcours, là je parle vraiment de la psychiatrie plutôt en tant qu'institution, j'ai été confrontée à parfois des atteintes aux droits des personnes, une confiscation du pouvoir de décision et aussi un manque de transparence concernant les informations des personnes qui les concernaient. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce dispositif aujourd'hui. Et le retour que je peux faire par rapport à la vidéo, du coup j'ai l'impression que le fil conducteur, c'est que le travail pair ou les travailleurs pairs sont un outil qui permet de changer les représentations et les pratiques d'accompagnement. Donc on met beaucoup l'accent sur la dimension collective du rétablissement, sur une expérience partagée souvent donc liée à la discrimination par rapport au parcours de vie, donc que ce soit la rue, les consos, la psychiatrie par exemple. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur la dimension individuelle du rétablissement, qui est aussi une expérience qui est profondément singulière, intime, et qui permet aussi après d'identifier son propre fonctionnement, de mettre en place des ressources et des stratégies, et donc du coup de développer son savoir expérientiel. Voilà, merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Juliette Como. Je suis conseillère en insertion professionnelle et coordinatrice de l'ACI Travailleurs Pairs portée par la Fondation Armée du Salut. Le chantier d'insertion existe depuis décembre 2019. Il a pour thématique principale le travail pair. Et les métiers qui sont représentés sont plusieurs métiers dans le domaine du social. Et les travailleurs pairs, qui donc sont aussi des salariés en insertion, œuvrent dans 4 dispositifs distincts. 2 qui vont être dans un parcours réfugié, donc où la pair aidance va s'exercer avec des personnes qui ont un parcours de demande d'asile en France et de régularisation et qui travaillent donc dans des accueils de jour ou des lieux de distribution alimentaire en maraude à destination de personnes exilées sur le territoire parisien. Et 2 autres structures qui sont des CHU, donc un CHU pour des personnes plutôt isolées, le CHU Moussaïa, et un CHU famille, où là, plusieurs métiers sont représentés aussi, et le prérequis à l'embauche, la pair aidance, s'exerce sur le fait d'avoir connu un passage de vie à la rue ou alors une instabilité face à l'hébergement. Voilà, pour vous donner mon sentiment sur le film qu'on a vu auparavant, moi ce que je retiens principalement, c'est il y a 2 interventions qui m'ont pas mal marqué, notamment une personne qui disait, je me souviens plus du prénom, mais qui disait c'est marrant parce que aujourd'hui c'est plus normal en fait d'être dans ça semble pas normal de faire participer des personnes dont c'est le vécu à un projet qui les concerne. Et je trouvais ça très juste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si aujourd'hui, à travers le travail dans la pair aidance qu'on fait tous et qu'on fait tous ensemble, on remet une forme de normalité en fait dans la participation des personnes, en admettant des choses qu'on va faire en fait très naturellement dans un milieu qui n'est pas professionnel, de se dire le premier concerné, c'est celui qui peut-être va porter la parole la plus efficace. Et aujourd'hui, on va réhabiliter cette pensée-là dans le milieu professionnel, donc je trouve ça très intéressant. Et j'ai oublié la Mais voilà, en tout cas voilà, sur le travail de la pair aidance aujourd'hui, même au niveau du chantier d'insertion, c'est ça dont on se rend compte au niveau du travail quotidien, c'est que les personnes qui sont usagères et qui sont accompagnées au niveau professionnel par des travailleurs pairs sont des personnes qui du coup ont une plus grande confiance dans l'encadrement qu'on leur propose.
parce qu'elles sont encadrées par des personnes qui ont une expérience de vie en commun et qui, du coup, n'ont pas un discours uniquement professionnel et ne sont pas complètement déconnectées de ce qui est la réalité, de leur quotidien, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et je pense que c'est en ça que c'est très intéressant de réhabiliter, de normaliser le travail pair dans le milieu social. Merci. Je ne l'ai pas reprécisé, c'était indiqué, mais je tenais à le repréciser que la vidéo qu'on a vue est une vidéo de la plateforme Travail Pair, qui est une plateforme en Auvergne-Rhône-Alpes, dont je pense qu'on a des représentants, je les vois, dans la salle. Et du coup, c'était une manière de contribuer aussi, de présenter cette vidéo, qui, à mon sens, est très intéressante et dit beaucoup de choses. Je vais maintenant m'adresser aux intervenants et intervenantes. Alain, du coup, tu as notamment travaillé la question de la professionnalisation des travailleurs pairs que tu as évoqué rapidement. Et quelles sont les différentes voies de professionnalisation que tu as pu identifier dans tes travaux ? Voilà, ok. Alors je vais essayer de respecter le timing, parce que je sais que c'est un exercice un peu compliqué. Je ne vous cache pas, en 3-4 minutes, d'essayer d'être à peu près intelligent, ce n'est pas forcément gagné. Déjà, je voudrais juste évoquer le mot de naturalisation du père aidant. Naturel. C'est naturel, en fait, de pouvoir livrer son expérience et de pouvoir prendre part, à partir d'un savoir expérientiel, à la relation d'aide et de soutien. Bon. Alors, sans polémique aucune, bien entendu, et de façon tout à fait pacifique, moi je crois qu'il n'y a rien de naturel du tout, mais absolument pas, au contraire, à pouvoir s'adosser, s'appuyer sur un savoir expérientiel. Pourquoi ? C'est ça le truc. Pourquoi ? C'est pas pour moi, hein. Attention, ça n'engage que ma parole, n'engage que moi d'ailleurs, tout va bien. Il n'y a rien de naturel parce que c'est d'abord, avant tout et surtout, je pense, un construit. C'est un construit politique, sociétal, politique, économique, stratégique, managérial et de santé, de politique de santé. Bon, bien sûr, on ne peut pas ouvrir sur tous les champs, là, ce n'est pas possible en quelques minutes, mais tout au moins, la professionnalisation, est-ce naturel ? Pas du tout, absolument pas. Il n'y a rien de plus antinaturel que la professionnalisation. Pourquoi ? Et je sais que les pères aidants, sans ce mouvement de professionnalisation, ne seraient pas forcément reconnus par les institutions sociales et médico-sociales et les institutions qui viennent les chercher aussi, pour plein de raisons qu'on va pouvoir évoquer, ne pourraient pas non plus elles-mêmes se garantir de la légitimité qui est la leur d'employer, de salariés des pères aidants. Pourquoi ce n'est pas naturel ? À partir de mes enquêtes de terrain, qui sont les miennes, et à partir des études que je fais actuellement sur l'institutionnalisation des pères aidants, sur la façon dont les institutions font appel à des pères aidants pour aussi délivrer des prestations et le travail social qui est le leur. Je m'intéresse également à l'émergence de l'expertise de vie ou du savoir expérientiel à partir d'études ethnographiques centrées sur des terrains très précis en Île-de-France, dont l'Armée du Salut, dont le groupe SOS, dont les Enfants du Canal, entre autres. Il y en a d'autres. Alors moi, je me pose des questions. Comment se traduit, à partir de mes enquêtes, mais finalement à partir de ce qui va se dire aujourd'hui, la professionnalisation des pères aidants ? Quelles sont les différentes voies, comme Clotilde vient de le dire aussi, de professionnalisation des travailleurs pairs dans le secteur de l'inclusion, veille, urgence ? Quels sont aujourd'hui les enjeux de la professionnalisation ? Si on reprend le terme de professionnalisation, c'est le moyen par lequel, selon moi, ça n'engage, là encore je le dis prudemment que moi, par lequel les institutions publiques ou privées forment et accompagnent des salariés ou futurs salariés dans le déploiement de leurs compétences, de leur activité et des actes professionnels. Donc, la professionnalisation, c'est la fabrication d'un professionnel par la formation et en même temps la recherche d'une efficacité constante et d'une légitimité plus grande des pratiques. Il y a interdépendance entre professionnalisation et formation. L'une ne va pas sans l'autre. Depuis quelques années, le concept de professionnalisation, et tout le monde le sait, enfin, je veux dire, tout le monde en est bien conscient de ça. Le concept de professionnalisation s'impose aux administrations, aux organisations, aux entreprises, aux associations employeurs, aux salariés, tout statut, toute fonction, toute qualification et poste confondus, aux activités professionnelles, cela dans tous les domaines. La professionnalisation, pourquoi ?
Parce que la professionnalisation s'impose comme un moyen dominant et stratégique de l'État dans une économie sociale libérale, et plus libérale que sociale d'ailleurs, et des entreprises au service de régulation sociale et économique et d'ajustement continu des activités professionnelles. Pour le dire simplement et autrement, l'adaptation et flexibilité de l'homme au travail et du travail à l'homme. Concernant les formes de professionnalisation des pères aidants, des travailleurs pairs, dans le champ de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale, voulue par les collectifs, voulue par les personnes. Mais les personnes, ce n'est pas toujours facile qu'elles fassent entendre leur voix. Voulue depuis, à peu près 2009, HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, je ne parle plus de la 2002 et 2010, voulue par l'État. Voulue par la politique publique, la solidarité, par l'État et la santé, le secteur associatif, toute cette question, elle est toute sauf anodine et naïve. Les enjeux de professionnalisation de ces personnes dans notre secteur, dans ce champ, dans notre secteur, obéissent, selon moi, à des objectifs de régulation et d'ajustement des ressources humaines, de l'offre médico-sociale, traversée aussi par la transformation de l'offre. Bon, on ne peut pas tout parler, mais bon. Et des services dédiés aux usagers, par exemple 2015, Pifto, zéro sans solution, réponse accompagnée pour tous, etc. Dans un secteur en tension qui rencontre de graves difficultés de recrutement et de fidélisation des équipes. C'est-à-dire que le secteur, bien sûr, il y a les pairs, mais les pairs, ils prennent la place, et de plus en plus de place, sans que ce soit totalement formalisé, y compris par l'acte de professionnalisation, dans un secteur qui est durement touché par les recrutements, un secteur en tension, bien sûr, où les jeunes ne veulent plus forcément y aller comme avant, c'est une vraie question, et un secteur où on a besoin de bras, de cœur et d'une tête, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé aussi par des expériences difficiles. Je me dépêche. On a plusieurs façons d'envisager la professionnalisation. Pour qu'un groupe professionnel soit reconnu comme groupe professionnel, est-ce que les pairs sont un groupe professionnel? Je ne sais pas. Est-ce que les pairs sont peut-être probablement un groupe professionnel en devenir? En devenir, pourquoi pas? Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. La professionnalisation est en œuvre, mais le métier de père aidant n'existe pas en France. La profession de père aidant, encore moins que le métier, n'existe pas en France. Les activités de père aidant existent bien en France. Mais le métier n'existe pas, il n'y a pas de reconnaissance RNCP, ce qui est vrai, totalement vrai, franchement. Et en plus, on ne peut même pas parler de profession ou de professionnalisation parce que la profession avec un code déontologique n'existe pas pour le moment. La professionnalisation de l'activité, c'est lorsque l'activité n'est plus exercée de façon gratuite, mais de façon rémunérée et à titre principal. Ça, c'est top parce qu'effectivement, depuis quelques années, le secteur œuvre, et les acteurs institutionnels forts, dont la FAS, la DRIL, etc., œuvrent pour la salarisation du travail pair. Le premier document de la FAS, auquel j'ai contribué aussi avec d'autres il y a quelques années, est très bien sur cette question et pose une définition importante de la nécessité de la salarisation des travailleurs pairs. Donc un travail rémunéré et à titre principal. C'est également faire en sorte qu'elles s'enseignent à l'université. C'est le cas. Ça a été dit par vous, il y a des DU. Il y a une licence pro à Paris 13 qui a été portée par Lise de Mailly. Il y a 2 DU, il y en a même 3, je crois. Il y a Paris 8, il y a Paris 13, il me semble qu'il y a Paris 5, René Descartes, si mes souvenirs sont bons. Il y a également une licence pro. Cela suppose que les individus partagent la même activité, formalisent des savoirs qui seront enseignés dans des cursus universitaires. Mais c'est aussi la professionnalisation du groupe exerçant l'activité. Celle-ci passe notamment par la création d'une association professionnelle. Alors, c'est bien, il y a des associations de pairs. Ça existe bien. D'un code de déontologie. Ça, c'est moins vrai pour le moment. Est-ce que ce sera vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a à réfléchir à cette question. La professionnalisation des savoirs, je me dépêche. C'est ça? Je me dépêche. C'est ça. Bon, la professionnalisation des savoirs, très intéressant. 2017, définition du travail social. 2017, c'est pas trop loin. Savoir académique, savoir d'action, savoir de l'expérience, savoir expérientiel. Donc là, on y approche. La professionnalisation de la formation, oui, on y est. Et alors, après, ce qui peut être juste, je me dépêche évidemment, repérer un petit peu comment la professionnalisation s'élabore. Elle s'élabore beaucoup à l'intérieur des établissements, plus qu'à travers l'université. Il y a très peu, finalement, de formations. Il y en a quelques-unes, et vous en êtes témoin, tant mieux.
Mais sur le nombre de formations continues, par contre, en endogène, on a la paire aidance adossée à un métier du secteur social. Les institutions se débrouillent pour mettre en place de l'accompagnement des pairs, de l'aide au poste, de l'analyse des pratiques. Bon, alors Lucas en est un exemple, mais il y en a d'autres, mais Lucas en a bien entendu un très bel exemple. La formation continue avec les autres salariés, l'ouverture à la compréhension des droits communs, etc. etc. Donc, Je vais demander de conclure pour laisser le temps aux autres personnes d'intervenir. C'est normal, je conclus et je m'en vais. Non, je rigole. Je conclus et je reste. Non, alors, je repère quelques enjeux. Non. Il y a un enjeu de la formation d'un groupe professionnel en devenir. Actuellement, c'est un enjeu fort. Il n'y a pas de groupe professionnel constitué de pairs aidants en France. Donc ça, c'est un enjeu important à travailler. Un enjeu de rétablissement et de soins actifs des personnes. Ça, c'est porté par des acteurs et c'est très largement porté. Un enjeu d'insertion professionnelle. Les pairs, ils veulent travailler, ils veulent avoir un emploi, ils veulent avoir un salaire, et c'est bien normal. Un enjeu de reconnaissance salariale et économique, un enjeu de reconnaissance et de mobilisation des savoirs expérientiels à partir de l'expérience, et ça a été très bien dit précédemment dans le reportage. Enfin, un enjeu de métier ou de profession. Moi, je parlerai plus de métier, comment on passe de l'activité au métier, de légitimation à exercer un métier en construction. Voilà. Mais c'est aussi, ne nous trompons pas, pour l'État, je termine, un enjeu économique fort de régulation des ressources humaines dans un secteur en tension. Merci. Je vais passer la parole à Juliette pour nous dire un peu quelles sont les actions de professionnalisation sur poste que permet le cadre de l'atelier chantier d'insertion, puisqu'on est en plein dans la professionnalisation dans ce cadre-là. Oui, alors, donc le cadre du chantier d'insertion, le but ultime, c'est d'accompagner les personnes vers un retour à l'emploi qu'on appelle l'emploi ordinaire, c'est-à-dire un CDI, un CDD de plus de 6 mois ou une formation qualifiante. Donc au cours du parcours, nous, on va avoir 3 actions de professionnalisation. La première qui va être en fait commune à tous les chantiers d'insertion, c'est-à-dire qui va porter au travers d'ateliers d'insertion à la connaissance des us et coutumes et des codes du monde du travail en France. Donc outiller les personnes, savoir faire un CV, savoir faire une lettre de motivation, connaître les différents sites de recherche d'emploi, savoir mener un entretien d'embauche, en fait un peu s'approprier les codes professionnels, ceux qui sont attendus. Donc ça va être la première action. La seconde action, elle va se passer par l'expérience principalement, c'est-à-dire que les personnes au cours de leur parcours d'insertion occupent un poste. Et donc, si le parcours d'insertion, qui peut aller jusqu'à 2 ans, dure 2 ans, elles vont avoir 2 ans d'expérience à revendiquer sur ce poste en particulier. Donc c'est une forme de formation, on va dire, sur le tas au métier du social par l'exercice même de la fonction. Tous les salariés en insertion sont accompagnés par un encadrant technique qui est quelqu'un qui est déjà en poste sur la fonction et qui opère une transmission de savoir sur le poste occupé. Et accolé à ça, évidemment, le cadre de l'insertion permet aussi un parcours de formation. Donc, mais voilà, dans notre chantier d'insertion, on a toujours un peu on est un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que on n'est pas non plus un chantier d'insertion professionnalisant. Donc le parcours de formation qu'on permet, déjà, il est individualisé, donc il ne va pas être le même en fonction des salariés et de leurs demandes. Et les formations qui sont proposées ne sont pas des formations certifiantes, qualifiantes. Il y a une formation certifiante, mais elles ne le sont pas toutes. Donc voilà, on peut dire qu'on va faire des formations d'adaptation au poste, qu'on va outiller les personnes, mais en même temps, on ne leur permet pas non plus de sortir du chantier d'insertion avec un diplôme, avec quelque chose qui peut se faire valoir en tant que qualification sur d'autres emplois. Donc voilà, il y a la formation et l'expérience. Et la troisième action de professionnalisation qui là du coup va plutôt porter sur la paire aidance en tant que telle, c'est justement les groupes d'analyse de pratique. On a des groupes d'analyse de pratique qui sont propres aux travailleurs pairs. Donc il y a eu plusieurs modèles. On est parti d'un modèle où tous les travailleurs pairs allaient dans le même groupe d'analyse de pratique. Le but étant de pouvoir se positionner, pouvoir poser des mots sur sa qualité de travailleur pair, pouvoir aussi exorciser un peu le fait que
Quand on est travailleur pair, on a une frontière qui est très poreuse entre le monde personnel et la vie professionnelle. On utilise du coup son expérience personnelle dans son travail et c'est important, on trouvait, d'avoir un endroit où on puisse décharger ça. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Quel est l'effet miroir dont on peut être victime, etc. Donc à la base, on avait des groupes d'analyse de pratique en commun et là, on a choisi depuis septembre de travailler du coup avec AlphaPsy et donc d'avoir plutôt une forme d'APP, donc d'accompagnement de la pratique professionnelle et qui se fait du coup avec les travailleurs pairs mais selon leur parcours, selon qu'ils sont travailleurs pairs parce qu'ils ont la qualité de réfugiés ou travailleurs pairs plutôt dans le parcours inclusion, donc 2 groupes distincts et ces groupes d'APP sont menés par des travailleurs pairs eux-mêmes qui partagent aussi l'expérience avec les salariés. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir aller un peu plus en profondeur, avoir toute l'activité de récit de soi, la reconnaissance de son expérience comme une compétence professionnelle et la capacité derrière à pouvoir en parler et donc à pouvoir valoriser justement cette compétence professionnelle et cette expérience. Merci. Suzy, vous animez pour ROR des sessions de sensibilisation à destination des travailleurs pairs et travailleuses pairs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cadre de ces sensibilisations et leur rôle sur la professionnalisation justement des travailleurs et travailleuses pairs? Oui, cette sensibilisation a eu lieu, plusieurs sessions de sensibilisation ont eu lieu grâce à un projet qui a été déposé auprès de l'ARS pour faire de la prévention auprès des jeunes par la pédance. Donc c'est un projet que nous avons déployé depuis 2 ans avec 2 volets. Donc, cette sensibilisation pour recruter et aider les personnes intéressées pour devenir travailleurs pairs à penser et petit à petit éventuellement aller vers ce travail. Et un deuxième volet qui était plutôt axé sur les interventions de prévention auprès des jeunes. Donc, ce projet était... je pense, est ancré dans l'expérience à la fois de la Maison de Kate et de la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. Donc, une longue expérience depuis une trentaine d'années que moi j'ai avec des projets qui soutiennent une dynamique d'entraide et qui poussent une forme de pédance sans cesse. Autrement dit, qu'on encourage des personnes en soins dans un collectif de venir en aide l'un à l'autre. Et qu'à travers les années, on a constaté qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui sortaient de nos centres de soins ou de nos projets avec un désir d'investir la relation d'aide. Du coup, ce projet est aussi né de ce constat que si on le vit, qu'on a aussi envie de le transmettre par la suite. Donc moi, un peu contraire de toi, je viens d'un endroit un peu empirique, très empirique, où j'ai démarré il y a 30 ans un projet mené par une équipe qui était moitié faite de travail pair et moitié faite de travail social. Et c'était assez traumatisant, d'ailleurs, comme expérience, et assez difficile de faire dans un contexte, effectivement, où il y avait peu de projets de ce type, fait travailler ensemble ces 2 populations, si je peux le dire comme ça. Et du coup, cette question de professionnalisation, pour moi, c'était effectivement comment on aide des personnes avec un savoir expérientiel, ou comment, avec une expérience, à transformer cette expérience en savoir expérientiel. Et comment communiquer sur cette savoir expérientiel avec des travailleurs pairs, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y avait pas seulement des travailleurs sociaux, mais il y avait aussi des infirmiers, des médecins et d'autres professionnels. Comment communiquer avec quels moyens, avec quels mots, ces compétences, comment communiquer et rendre ça utile. Donc moi, je viens de cet endroit-là, donc la sensibilisation, pour répondre à ta question, Clotilde, c'est bien avec ces objectifs-là, c'est comment on aide quelqu'un intéressé par ce métier à penser qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est ce savoir expérientiel, comment je peux le formaliser
comment je peux effectivement le parler et communiquer de manière pertinente avec d'autres professionnels. Et quelles sont des propositions d'ailleurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui existe? Quelles sont des propositions de formation? Donc cette sensibilisation a vraiment plusieurs objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les interventions de prévention qui sont aussi construites dans cet endroit-là sont construites par les personnes concernées. Donc tous nos modèles d'intervention sont une collaboration, surtout entre moi et les pères aidants de notre association, parce que c'est surtout une sensibilisation ouverte aux usagers des structures Aurore. Merci. Sarah, vous l'avez indiqué, vous avez suivi le DU Médiation Santé Pair. Et selon vous, que peut permettre la formation dans le travail pair? Et quel format de formation sera privilégié pour transformer justement le savoir expérientiel en compétences? Juste petite rectification, c'est plus un DU, donc du coup c'est la licence. Oui, exactement. Pardon. Il n'y a pas de souci. Du coup, pour moi, il y a déjà un préalable. Enfin, la formation, est-ce qu'elle est forcément nécessaire dans l'exercice du travail pair? Donc ça, c'est une question et qui fait forcément débat. J'ai l'impression qu'on voit souvent la formation comme un moyen de traduire du savoir expérientiel en compétences, alors que pour moi, c'est plutôt la formation qui est un moyen de comprendre en fait quel savoir on a mobilisé. Tout à l'heure, Alain disait que la profession, donc les catégories professionnelles, sont des constructions sociales. En effet, après, il y a quand même une forme de parédance naturelle, quelle qu'elle soit. Et à partir du moment où des gens qui ont partagé une expérience de vie similaire se sont regroupés autour d'une problématique commune, en fait, ils faisaient de la parédance, ils faisaient de l'entraide entre pairs, et il n'y avait pas forcément de formation. Donc le savoir expérientiel et les compétences, on les a, c'est juste que parfois on ne sait pas comment on les a mobilisés. Et par exemple, je sais pas, par exemple à la psychologie, ou même à la sociologie, on va apprendre aux personnes en fait des méthodes d'entretien et à neutraliser les effets asymétriques que ça pourrait avoir lors des entretiens. Et ben en fait, le père aidant, lui, il va le faire entre guillemets naturellement, même si on sait que c'est pas naturel en réalité. Et tout de suite, on va être dans un rapport symétrique d'égal à égal, parce qu'on va se reconnaître l'un l'autre comme père, il va y avoir des effets de résonance. Et donc ça, c'est du savoir expérientiel en réalité. Donc il y a des gens qui diront qu'il n'y a pas forcément besoin de formation pour être travailleur pair. Après, ça dépend de ce qu'on vient chercher dans les formations. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais en France, le diplôme, c'est quand même quelque chose qui protège beaucoup, qu'il y a une corrélation entre le niveau de diplôme et le niveau aussi de salaire. Et donc, par exemple, si ce qu'on veut, c'est une reconnaissance, une légitimité par rapport à des membres de l'équipe ou avoir en fait une augmentation salariale, on va privilégier une formation qui sera plus diplômante. Je pense à la licence, en fait, c'est aussi énormément d'investissement parce que c'est une formation qui dure 1 an et demi, qui demande une charge de travail quand même considérable, donc assez chronophage. Donc, en fait, ça dépend ce qu'on veut, mais je pense que peu importe les formations qu'on fait, il y a quand même un élément commun en termes de pédagogie, c'est vraiment réussir à identifier les savoirs qu'on utilise pour après justement que ce soit transposable en fait à nos expériences, enfin nos accompagnements futurs. Et je pense que donc du coup, peu importe la formation, c'est l'intérêt. Merci. Et du coup, je rappelle que pour la formation, il y a certaines formations. Alors la licence n'y est pas, mais la licence est dans le guide de la Fédération des acteurs de la solidarité nationale sur le travail pair, et dans les outils qu'on vous a distribués ce matin, il y a aussi quelques formations proposées avec différents temps de formation, parce que effectivement, c'est l'engagement que demande la licence, c'est quelque chose qui est ressorti dans nos travaux comme pouvant être un frein. Le fait d'avoir un niveau bac ou un diplôme d'accès aux études universitaires également, mais c'est intéressant d'avoir. En fait, on a aussi eu des personnes pour qui la licence avait été quelque chose de très positif. Et je pense que c'est, vous le disiez, mais c'est important d'avoir différentes formes de formation. Alors, pour le prochain tour de questions, je vais vous demander d'être synthétique.
Voilà, peut-être je vais commencer par Suzy. Donc, vous avez l'expérience du travail pair dans le champ de la dictologie et de la réduction des risques. Et vous travaillez actuellement sur le développement du travail pair chez Aurore, ça vous nous l'avez dit. Et selon vous, comment peut-on s'inspirer de l'expérience du champ de la dictologie et de la réduction des risques dans le secteur social pour l'appliquer au travail pair? Synthétique. Le temps file. Tout à fait. Dans ce qu'on avait, je pense qu'il y a quelques éléments très très forts dans les expériences de dicto qu'on a menées avec à peu près, on a 25 travailleurs pairs au sein d'Aurore. Il y a sur les 25, plutôt 15 qui sont dans des dispositifs dicto et nouvellement une petite dizaine qui travaillent dans d'autres domaines. Donc c'est vraiment au cœur de nos réflexions. Qu'est-ce qui est intéressant à amener? Je pense que la proximité dans la relation est quelque chose, ça c'est vraiment propre à la dicto, question relationnelle, mais la proximité possible ou la promiscuité même possible entre travailleurs pairs et personnes accueillies est très intéressant. Et ça c'est quelque chose que peut mettre la confiance, peut mettre l'espoir, peut mettre aussi une forme d'intimité parfois. Et on sait que cette relation-là est peu probable avec, ou peu probable, moins fréquent avec des travailleurs sociaux pour plein de raisons. Donc, en tout cas, dans tout ce qu'on amène de l'édicto, notamment dans des projets où on est au sein des centres d'hébergement avec des personnes avec des parcours de grande précarité, on sait qu'aussi des personnes dépendantes qui sont passées par des addictions ont aussi d'autres expériences, notamment avec et des traumas et des parcours de migration et la grande précarité, et que de coup, ces objets-là sont quand même aussi très présents dans la manière qu'ils travaillent avec les personnes dans d'autres domaines. Donc, ce n'est pas la dicto qui fait porte entrée, c'est plutôt la relation, l'idée d'établir une forme de confiance pour s'ouvrir et permettre aux personnes de parler de ce qu'ils vivent, de savoir que c'est aussi possible de passer par un parcours de soins et d'aller mieux. Donc, je pense que ces travailleurs pairs sont un modèle, un tableau blanc sur lequel c'est possible de projeter beaucoup de choses, notamment énormément d'espoir. Merci. Alors, Alain, en quelques phrases, vraiment très court. Vous avez vu? Vous avez intitulé votre livre « Le père aidant, un nouvel acteur du travail social ». Vous travaillez, vous l'avez dit, sur la question de l'institutionnalisation des pères aidants. Et dans le secteur de l'action sociale et médico-sociale, et quelle place pourrait peut-être prendre ce nouvel acteur dans le travail social? Quelle place il aurait? Alors très, très vite. Il y a un conflit important, tout le monde le sait, sur est-ce qu'il faut dénaturer ou pas le père aidant? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut considérer que le père aidant n'a pas besoin de formation et qu'il faut conserver sa pépite, c'est-à-dire son expérience de vie, son savoir expérientiel, sans chercher à le dénaturer par des actes de formation qui sont aussi des actes de professionnalisation? Ça, c'est un débat hyper important qui est au cœur même, je crois, du devenir de la père aidance en France, de sa pleine légitimité, de sa pleine installation. Pourquoi ? Parce que le politique public ne s'y est pas trompé. Le politique tend vers la formation, la professionnalisation et les injonctions qui sont faites aux établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux à former aussi de toute façon les pères aidants sous acte de professionnalisation pour que ces pères aidants puissent aussi prendre part totalement dans les établissements en s'appuyant sur leur savoir expérientiel et pour pouvoir être au contact des publics. Ça, c'est très intéressant à observer, puisque la père aidance, c'est pas du tout... Enfin, excusez-moi de parler comme ça, parce que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais enfin, bon, c'est pas grave. La père aidance, c'est pas du tout que la relation à l'autre, avec un A majuscule. La père aidance, c'est la relation à une institution, c'est un rapport institutionnel fort, institué
par le savoir expérientiel, et c'est une relation très très forte aux politiques, et notamment aux politiques de santé. Si on écoute Suzy, qui parle de son expérience qui est extrêmement riche. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Suzy dans ce cadre, et encore merci Suzy pour le bouquin. Dans le cadre du bouquin, j'ai interviewé plein de gens. J'essaye de comprendre la pérédance, notamment à partir des entretiens longs, semi-directifs, approfondis, et avec des acteurs, et pas que des pères aidants, des cadres ou des professionnels qui sont aussi concernés par cette activité, par ce concept-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que les institutions fabriquent de la pérédance. Moi, les institutions que j'analyse, que j'étudie, que j'essaye de comprendre, elles mettent tous en place des dispositifs de pérédance, de formation au plus près des pairs pour pouvoir effectivement institutionnaliser les pairs, leurs compétences, d'accord, et également leur savoir expérientiel. Mais il y a une vraie question. Si on réfléchit à ça, le savoir, l'expérience fait-elle compétence? Ici, il y a des tas de gens, on est tous bourrés d'expérience. Est-ce que pour autant on est compétent pour parler de notre expérience? Pas du tout. Donc c'est le contexte et les acteurs dans le contexte, dont les pères aidants, qui vont pouvoir ériger et formaliser l'expérience en compétence. Il ne faut pas se tromper. Le secteur, il a besoin de pères aidants. Il a besoin de ces gens-là aussi pour couvrir les manques actuels qui sont les siens. Et il y a toute une approche économique à faire de la pérédance qui est particulièrement pertinente. Ce n'est pas une vertu, la pérédance. C'est pas ça. Tout le monde le sait, ce n'est pas une vertu. C'est que derrière, il y a des effets idéologiques et des mécanismes très importants qui concernent le rétablissement des personnes en termes de politique de santé, et ça c'est ultra important, mais qui ont tout autant à voir avec le management et le management des pères aidants. Je veux dire, voilà, Suzy, directrice d'établissement, etc., confrontée à ces questions-là, il y a une question managériale qui est très forte pour les cadres et également pour les professionnels, et il y a une question derrière totalement politique et économique. Merci. Merci. Et du coup, la question économique, ça vient avec ma prochaine question pour Sarah. Donc, selon vous, quelle place dans l'équipe doit être donnée aux travailleurs pairs et qu'est-ce que ça implique en termes de statut, en termes de rémunération? Qu'est-ce que ça implique comme... quelle place dans les équipes doivent prendre les travailleurs pairs et derrière, qu'est-ce que ça implique? Alors déjà, pour moi, un travailleur pair est un professionnel à part entière, au même titre que les autres professionnels dans l'équipe. Donc, il n'y a pas forcément une place différente. Ses compétences, il le tire de son savoir expérientiel. Encore une fois, quand on a vécu des choses ou une expérience, on en tire parfois en fait des choses qui vont être mobilisables et qui vont permettre de mieux faire la prochaine fois qu'on sera confronté à ça, par exemple. En fait, ça, c'est une compétence. C'est juste que parfois, on ne va pas la sémantiser, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant. Et donc, du coup, pour moi, en tout cas, un travailleur pair devrait avoir la même place que n'importe quel autre professionnel dans une équipe. Après, il peut y avoir aussi des exceptions. Et là, j'ai vraiment parlé plutôt de mon cas à moi, parce que je travaille pour le dispositif Un chez soi d'abord, qui s'appuie vraiment sur le modèle du rétablissement et sur un rôle prépondérant des MSP. Donc, je parle vraiment de médiateur de santé pair et pas de travailleur pair, parce que c'est l'intitulé en tout cas qui est fixé par le décret de 2016. Donc il y a une obligation d'embaucher au moins un MSP dans l'équipe. Et là, du coup, le MSP, il a une place plus particulière parce qu'il est aussi un peu le garant du cadre et qu'il accompagne en fait les pratiques professionnelles. Parce que travailler au chez soi, parfois, c'est déconstruire ses pratiques de sa culture d'origine. Et les MSP servent aussi à ça, en fait. Donc à diffuser les pratiques qui vont dites être orientées rétablissement. Après, le problème aussi de l'intitulé du métier, que ce soit MSP ou travailleur pair, c'est pair. Parce que du coup, ça implique de biais, l'intitulé du métier est une forme de stigmate en soi. Parce qu'on est pair et ça veut dire qu'on a traversé des expériences, que ce soit de rue, d'addiction, de troubles psy. Et ça renvoie à quelque chose de l'ordre de la discrimination souvent. Et pour beaucoup de professionnels, le MSP, en fait, le statut est assez flou parce qu'on a l'injonction en fait, un peu des deux.
Enfin, souvent, en tant qu'MSP, on peut être perçu comme d'anciens patients par les autres professionnels, ce qui est assez drôle d'un certain côté, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas anciens patients ou anciens usagers, mais qui sont encore patients et usagers de structures de soins en santé mentale. Mais ça permet en fait de mettre une scission, une distinction nette entre un patient, quelqu'un qui aurait des troubles psy, et le soignant. Sauf qu'en fait, là, on est à la jonction des deux, et je pense que ça vient bouleverser aussi leur culture professionnelle. Donc c'est pour ça que parfois le statut peut sembler flou pour les autres professionnels, mais en tout cas, mon statut n'est pas flou pour moi, et je suis un professionnel à part entière. Merci. Juliette, pour toi, quel est le rôle de l'impact des travailleurs pairs vis-à-vis du reste des équipes, puisque le chantier d'insertion met à disposition dans différentes structures, et tu l'as dit, des travailleurs pairs, et qu'est-ce que ça entraîne pour les équipes selon toi ? Alors déjà, je pense que c'est important de souligner, comme d'autres l'ont fait avant moi, que l'introduction de travailleurs pairs dans des équipes, ça se prépare. Donc, à la création du chantier d'insertion, moi, j'étais pas encore présente, mais il y a eu des temps d'échange et des journées consacrées à la paire aidance, à sa définition, qui ont été effectuées avec les équipes de travail permanentes, on va dire, pour pouvoir un peu débroussailler les choses, pour pouvoir entendre aussi les craintes des professionnels et pouvoir mieux aussi définir le rôle des travailleurs pairs, leur futur rôle dans les équipes. Et ensuite, pour répondre à la question de l'intégration dans les équipes, je pense que ça dépend un peu des dispositifs. Il ne peut pas y avoir une réponse générique là-dessus, notamment sur le rôle que les travailleurs pairs vont avoir dans l'équipe de par leur métier. Si je prends l'exemple de la halte humanitaire sur le dispositif sur lequel une monographie a été effectuée, les travailleurs pairs au sein de la halte humanitaire sont médiateurs interprètes. Donc déjà, ils représentent la majeure partie de l'équipe de travail. Et sans eux, il n'y a pas de travail possible. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a l'aspect interprétariat, mais médiation aussi, c'est à travers leur poste, enfin leur qualité de travailleurs pairs, de médiateurs et d'interprètes que les autres professionnels peuvent avoir accès au public qui est accueilli. Donc dans ces cas-là, je pense que les travailleurs pairs sont très bien intégrés dans l'équipe, qui sont perçus comme un élément absolument indispensable du dispositif, ce qui est le cas, ce qui est aussi le cas dans les autres dispositifs, mais qui est rendu beaucoup plus visible dans celui-ci. Pareil pour le parcours réfugié. Donc l'autre dispositif du parcours réfugié, c'est de la distribution de petits déjeuners en maraude. Pareil, on va avoir la barrière de la langue. Les agents logistiques en maraude qui distribuent les petits déjeuners, ils ont accès aux personnes, ils peuvent communiquer avec. Donc il y a aussi un peu cet aspect-là de reconnaissance et ils font le lien en fait entre les équipes de professionnels permanents et les usagers. Et dans les CHU, c'est moins visible, on va dire. On va dire que même cette qualité en fait de travailleurs pairs, elle est moins visible. Je pense que les salariés... Alors, je parle sous leur contrôle, parce qu'ils sont tous là aujourd'hui. Je pense que les travailleurs pairs au sein des CHU sont plus perçus comme des salariés en insertion que comme des travailleurs pairs. Alors, il faudrait se pencher sur les raisons du pourquoi. Tout le monde sait qu'ils ont cette qualité, c'est pas quelque chose qui est caché. Les équipes, elles ont été mises au courant. Je pense que les travailleurs pairs eux-mêmes, ils ont cette volonté d'exercer leur paire aidance, de pouvoir rentrer en contact avec les usagers, les personnes qui sont hébergées dans les CHU d'une manière différente des professionnels, mais c'est pas forcément visible, je pense. C'est peut-être c'est quelque chose qui est un petit peu moins reconnu. Et après, d'une manière plus générale, je pense que le rôle des travailleurs pairs dans les équipes professionnelles, alors là, peu importe où, c'est aussi de pouvoir remettre en question la manière dont les autres professionnels travaillent. Notamment au sein des CHU, pour le coup, des personnes qui elles-mêmes ont déjà vécu en CHU vont être beaucoup plus à même à déterminer des manières de fonctionner qui sont juste illogiques et dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas soi-même le bénéficiaire de ces actions, soit sur des plannings, soit sur comment on fait les plannings de machines à laver, comment on intervient dans les chambres, qui a le droit d'entrer dans une chambre, qu'est-ce qu'on a le droit d'exiger de quelqu'un dans sa chambre alors que c'est son espace privé, bien qu'on soit dans un centre d'hébergement. Donc voilà, sur toutes ces questions-là, il est évident que la pertinence des travailleurs pairs n'est plus approuvée. Et nous, en tout cas, enfin je dis nous, c'est un nous de majesté, parce que moi, en tout cas, je les encourage au moment de l'embauche, au moment des formations et sur les échanges qu'on a en atelier d'insertion ensemble, à ne jamais hésiter à venir nous faire part d'un fonctionnement global qui leur semblerait
pas adéquates, qui leur sembleraient maltraitants, voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des pratiques maltraitantes, même quand on a envie de faire pour le mieux. Voilà. Merci. Alors, juste une question en 3 mots. Je vous demande de vous prêter à l'exercice en 3 mots. Si vous aviez un vœu concernant le devenir du travail pair dans le secteur social, quel serait-il ? C'est un peu comme le génie à qui on donne des vœux et que les vœux doivent être faits en 3 mots. Je commence. Alors, c'est pas un vœu, c'est un souhait. C'est pas pareil. C'est Okay. moins magique. On est moins du côté. J'aime bien la pensée magique. Ma chère Clotilde, il n'y a aucun problème. Mais on est moins du côté du vœu et comment dire du magique, et plutôt du côté du réel. Bon, mais j'aime bien le vœu aussi. Non, très vite. Le souhait. Le souhait, c'est ça. C'est pas 3 mots. Métier. Ériger les savoirs expérientiels, la compétence en métier, pleinement reconnu, et que sur les fiches de paie apparaisse le terme travailleur pair, médiateur en santé pair, pas accolé forcément à intervention sociale, etc. Enfin bref. On a passé les 3 mots. Moi, je rebondis parce que du coup, c'est le même. La professionnalisation, la reconnaissance du métier et une grille salariale qui représente les réelles compétences professionnelles. Voilà, et qu'on arrête d'avoir... voilà, trop souvent, c'est les métiers qui sont les moins rémunérés, qui sont les métiers de travailleurs pairs, et je pense que c'est pas souhaitable pour l'avenir. Donc, le souhait inverse. Eh bien, je dirais légitimer les savoirs expérientiels et puis aussi peut-être décloisonner les domaines d'intervention, parce qu'aujourd'hui, on parle surtout du travail pair dans le champ du social, mais articuler le champ du social, du médico-social et du sanitaire. Voilà. Ouais, grand enjeu. Et je pense que je peux du coup rebondir là-dessus en disant que peut-être c'est en prenant les choses dans l'endroit où on apprend que ça peut être intéressant d'intégrer effectivement les travailleurs pairs ou le savoir expérientiel pleinement dans la formation de toute personne intervenant dans le secteur sanitaire et médico-social et social, pour qu'il y ait vraiment une conscience tout à l'origine effectivement de sa formation en tant que futur professionnel. Donc, une vraie collaboration. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes avant l'heure du déj ? S'il y a des interventions de la salle, mais très rapidement, puisque le déjeuner va être servi. Alors, merci beaucoup à vous 4 pour votre participation.